Bonjour à tous les fans de basket européen. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'Hebdo Euroleague. On va bien rigoler, on va avoir du pour débriefer de la journée passée, parler de la journée à venir, mais cette fois-ci on le fera en duo. Et oui, aujourd'hui je suis accompagné de Romain. Salut Romain, ça va bien? Salut Corentin, salut à tous. Bah ouais, ça va bien, et toi? Impec, content de te retrouver en amoureux. Olivier et Mathieu nous ont fait faux bond, mais bon, ça va être en groupe restreint aujourd'hui qu'on va discuter. C'est pas plus mal, on va bien se marrer. On a eu pas mal de choses à dire. Enfin, j'ai écouté votre chronique la semaine dernière, votre épisode. Je me suis régalé. J'espère qu'on sera aussi qualitatif. Et puis, une fois qu'on aura parlé de la journée passée, de la journée à venir, on enchaînera sur nos top 3 poste 4, power forward ou ailier fort en français. Et on terminera sur ta chronique. Ça me paraît pas mal, je crois que j'ai rien oublié. On va commencer à parler des résultats de la semaine passée, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y avait 2 journées, effectivement, donc ça fait du taf. Ça fait du taf. T'as regardé pas mal de matchs, donc je te laisserai m'arrêter à la fin de chaque journée, me dire voilà quelle journée t'as kiffé, enfin quel match t'as regardé que t'as kiffé. Et puis voilà, on va débriefer ça tranquillement. Je m'occupe de la journée 33 si tu veux, et je te laisse. Je m'occupe de la journée 32, pardon, et je te laisse la 33, ça te va? Vas-y, on fait comme ça. Ok. La journée 32, il y a eu pas mal de belles oppositions, et notamment 2 prolongations. Premier match, c'était Valence Olympiakos, avec l'Olympiakos qui s'impose on the road 88-79. Il y a eu Lasvel qui, après prolongation, s'est incliné 2 points contre l'équipe préférée de la rédac de Ficelle, le Khimki Moscou. Le Fener, lui, est allé s'imposer contre le Bayern, 77-68. Le Barça a été s'incliner après prolongation contre le Maccabi Tel Aviv, 99-94 pour les Israéliens. Ensuite, les Espagnols de Baskonia ont été s'imposer en Grèce contre le Panathinaikos, 82-97. Dans le duel des Rouges, l'Étoile Rouge de Belgrade recevait Milan. Milan était chaud, ils se sont imposés 93-72. Le Real Madrid a pris une volée contre l'Anadolu, 108-83 pour les Turcs. Le Žalgiris Kaunas recevait l'Alba Berlin, et c'est le Žalgiris qui s'est imposé 96-86. Le Zénith Saint-Pétersbourg, dans le derby moscovite, s'est incliné face au CSKA Moscou, 86-74, derby russe et pas moscovite, pardon. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette journée 32. Est-ce qu'il y a des matchs que tu as vus et qui ont retenu ton attention? Je suis resté sur la même logique que la semaine passée, et du coup, je me suis concentré sur des équipes qui avaient encore des objectifs et des choses à faire. Du coup, moi, j'ai mis l'accent sur Vitoria qui joue sa survie. Dans cette J32, ils affrontaient le Pana, et du coup, ils ont montré beaucoup de caractère. Ils sont restés dans leur ligne de conduite de la semaine passée aussi, en jouant vite, en essayant de défendre fort, de se créer des occasions de contre-attaque. Ils sont en train de maîtriser un peu plus leur jeu, notamment dans le passing game et les écrans non porteurs, où ils ont une fâcheuse tendance à bien faire ces espèces d'appels contre appels en utilisant des écrans, enfin justement en ne les utilisant pas, mais en essayant d'amener la défense dans un écran et partir à l'opposé une fois que la défense essaye de vite sortir sur ces écrans. Et du coup, le jeu de Vitoria me plaît de plus en plus. Ça me fait du bien parce que ils ont eu la manière de me décevoir en début de saison. C'était pas très beau à voir. On savait pas trop comment ça jouait. Et avec le temps, finalement, on a une équipe qui propose un joli basket. Et puis
on en parle souvent off, mais il y a quand même deux, trois garçons qui font plaisir à voir. Et sur ce match, c'est encore du Polonara, hein. On ne peut pas faire sans lui. Il fait un gros 36 d'évaluation, 22 points, 5 sur 6 de loin, 11 rebonds, 4 passes, 3 interceptions. Le mec est, comment dire, l'âme de cette équipe en cette fin de saison. C'est vraiment le leader par l'exemple. Voilà, c'est un régal à voir ce mec. Il est ultra complet. Giedraitis se réveille aussi. Et du coup, dans ce match, donc Polonara finit à 36 d'éval, Giedraitis à 35. Grosse partition des deux. Donc pour le Lituanien, c'est 25 points, 4 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. Vraiment, c'était très plaisant. Alors, on peut remettre aussi en question l'adversaire de la journée parce que le Pana, c'est pas non plus un gros adversaire, mais il fallait la gagner. Chose qu'on n'a pas vue pour Valence lors de la J32. Ils se font un peu peur. Vitoria a gagné. Et du coup, c'était voilà, une marge de plus vers cet espoir de qualification. Et pour le Pana, j'ai vraiment retenu qu'une chose, c'est que Ezonia est impressionnant. Enfin, je vais faire une comparaison, toute proportion gardée, personne s'enflamme, j'assume ce que je vais dire, mais c'est juste pour donner l'image aux gens. C'est que Ezonia, quand je le vois sur le terrain, il dégage une espèce de force physique. Il a une présence physique, notamment grâce à son passage en NBA. Il me fait penser, c'est là où je vais faire grincer des dents. Il me fait penser à LeBron James en NBA. LeBron James, quand il est sur un terrain, on sait que c'est un cyborg, un buffle. Il domine physiquement. Ezonia, pour moi, il a cette même présence sur le terrain. C'est un poste 3, mais il est capable de mettre des mandales physiquement à tout le monde. Et il dégage un truc physiquement sur le terrain qui lie avec toute sa technique et toute sa palette offensive, parce que bon, on sait très bien que défensivement, c'est pas ouf, mais voilà, je sens que ce mec dégage quelque chose, et s'il arrive à se mettre la tête à l'endroit et que l'équipe fonctionne mieux, ça peut être ultra impressionnant, malgré ses défauts. Et ses défauts, faut ajouter aussi son caractère, parce que pendant le match, on le voit 2-3 fois râler. Quand il a pas le ballon, il fait un peu la gueule. Quand il y a une perte de balle d'un de ses coéquipiers, il a tendance aussi à froncer les sourcils. Donc il a plein de défauts, mais physiquement et offensivement, il a le moyen de dominer affreusement. Alors, deux choses. La première, c'est que ça me fait du bien que tu évoques ça, et non pas parce que tu es un copain, mais parce que j'ai eu cette réflexion-là vendredi. J'ai été jouer au playground avec un poteau, et après avoir mis un gros panier tout en force et en forçage, genre un Eurostep compliqué au contact, j'ai gueulé Mario et Zonia! Et au final, bon, bah, vu qu'aucun des mecs sur le playground ne regardait le basket européen, ils voyaient pas de quoi je parlais, mais je faisais exactement référence à ça. Et ça me fait rire parce que au moment où il a signé au Pana, je me suis rematé ses highlights et il met un gros dunk comme ça. Je sais plus si c'était sur Giannis ou un gros joueur NBA, et il repart, tu sais, on va dire, en serrant les pecs et en montrant tout le physique qu'il a. Et c'est marrant parce qu'il dégage ça, et toute proportion gardée, c'est vrai que je ressens ça en lui. Malgré tout, il n'a pas ce côté intimidateur en défense. Et s'il gagnait, je pense, en fluidité défensive, parce que je suis persuadé que s'il veut s'y mettre un peu plus, ça fonctionnerait, il a ça. Et si le Pana fait les bons ajustements et retrouve un peu plus de budget pour la saison prochaine, je pense que ça peut vraiment devenir intéressant. C'est une remarque qui est très juste. Et depuis qu'il est au Pana, c'est tout bête, mais j'ai vu tous leurs matchs. Je sais pas, c'est l'effet Super Mario, et j'apprécie vraiment que ce soit en championnat grec ou en Euroleague, il dégage vraiment ça, et ça fait du bien parce que ça peut devenir un référent en Euroleague, et on l'espère en tout cas. Je suis d'accord.
T'avais regardé un autre match cette journée-là? Ouais, sur cette journée, j'ai aussi vu le Bayern face au Fener parce que Ah du ouais. coup, on sait que c'était surtout une affiche qui concerne le top 4. Mhm. Et, euh, et dans ce que j'en retiens, c'est quand une merveilleuse attaque rencontre une défense intelligente. Et ça donne un superbe match avec un Bayern qui commence très fort. Lucic marque 8 points. Ils sont graves dans le match. Le Fener, c'est très très brouillon. Il y a beaucoup de pertes de balles. Enfin, c'était vraiment méconnaissable au début. Pour te dire, c'est Meli Marmoutoglou qui permet à l'équipe de marquer ses premiers points, de revenir un petit peu au score. Et puis, ben, comme on a l'habitude depuis un certain temps, il y a un monsieur qui s'appelle Nando De Colo qui finit par se mettre la tête à l'endroit et nous faire un récital. Et là, ben, du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Pas grand-chose, juste subir la foudre. Et avec le trio magique, moi je vais finir par les appeler comme ça, De Colo, Vezeli, Guduric, ben, ça fait le taf. Alors Guduric, quand on regarde sa ligne de stats, il finit qu'à 8 déval, mais il marque quand même 18 points, c'est le deuxième meilleur scoreur de l'équipe. Et, euh, et voilà, quand l'équipe a eu besoin de confirmer son avance et de garder le cap pour remporter ce match, c'est lui qui met des shoots grâce au jeu de l'équipe, grâce à l'organisation de Colo. Vezeli est encore parfait dans le match. Il est monstrueux. Ils ont le petit chouchou d'Aishon Pierre qui permet de faire 2-3 trucs sur le terrain. Il finit avec 16 d'évaluation en marquant que 9 points, mais il prend 4 rebonds et fait 3 passes, il perd aucun ballon. Euh, voilà, ils ont plutôt bien déroulé. En face, ça manquait cruellement de comment? Ça a manqué d'un petit truc. Jalen Reynolds s'est fait marcher dessus. Il fait moins 4 d'éval. Et pourtant, Dieu sait que c'est difficile de le mettre en difficulté. Pendant ce match, on l'a pas vu. Et c'est un gros point noir pour le Bayern qui aurait pu espérer quelque chose. Finalement, il y a à peu près que Baldwin qui a tenu un peu la baraque. Mais plutôt trop seul. Il finit avec 19 déval, 20 points, 7 rebonds, 5 passes. C'est un match très correct pour lui, mais il fait 5 sur 12 à 2 points. Donc un match assez pénible pour le Bayern qui lutte encore pour les places dans le top 4. Mais au moins, ce match aura le mérite de remettre les choses au point. On verra après sur le point classement, mais du coup, il y a 3 équipes qui ont le même bilan à la place 4, 5 et 6. Les 2 sont concernés, plus une autre. Donc c'est cool parce que ça laisse encore plein de suspense et le Fener confirme sa remontada de l'année. Voilà. Ouais. Guduric, j'aurais deux trois trucs à dire sur la journée suivante parce que j'ai regardé Fener-Barça et c'est un joueur qui ouais, je garderai du suspense pour après, mais c'est vrai que ce Fener-là est clairement intéressant. C'était intéressant, c'était un peu le jeu des chaises musicales cette journée, parce qu'au final, on a le Bayern qui perd, le Real qui perd, Zenit qui perd, donc 6, 7, 8, Basco qui gagne, Valence qui perd, Žalgiris qui gagne, Olympiakos qui gagne. Donc c'est voilà, de la sixième jusqu'à la 12e place, c'était un peu embourbé, quoi, même si on savait que ça allait se dessiner sur la journée d'après. Mais c'est vrai que c'est une saison où chaque match a été disputé, je trouve, et ça a été très compliqué de choisir les matchs à regarder. Synonyme pour nous, bah, spectateurs d'une grosse qualité de spectacle. Du coup, bah, on va sur la journée suivante. Ouais, si tu veux. Je te laisse du coup présenter les résultats. Yes, donc dans la J33, on a eu un très beau premier match entre Vitoria et l'Anadolu qui s'est terminé en prolongation. Donc victoire de l'Anadolu 111-101. Le Pana l'emporte contre Milan 86-83. Le Bayern, ça aussi va falloir qu'on en parle, qui l'emporte sur le fil contre le Žalgiris 71-70. L'Étoile Rouge se défait du Maccabi 76-64.
Valence a eu très très chaud contre Berlin et l'emporte 90-86 à Berlin. Le CSK remporte le petit derby de Moscou qui n'avait aucune valeur, 97-72. Le Zénith a détruit nos pauvres Français de Villeurbanne, 87-53. Le Barça, justement, tu pourras en parler tout à l'heure, s'impose à Istanbul 82-73 contre le Fenerbahçe. Et enfin, dans le duel des clubs mythiques, le Real l'emporte contre l'Olympiakos 72-63. Si tu veux ouvrir les vannes sur un match que tu as regardé, vas-y, je t'en prie. J'ai regardé une mi-temps de Basco Efes. Alors, que dire? J'adore les coupes dans le dos de Baskonia. C'est vraiment, ça joue vraiment intelligemment. Et ce que je voulais dire tout à l'heure et qui m'avait échappé, c'est que Olivier a dit un truc très juste en début de saison. On connaît les équipes de Duško Ivanović. Au début de saison, c'est pas top top. C'est comme un diesel, ça craque un peu, mais en fin de saison, une fois que c'est lancé, ça pratique du beau jeu et c'est vraiment intéressant. Bon, vous savez l'affection ou la mésaffection que j'ai pour Baskonia, mais il y a des vrais joueurs attachants dans cette équipe et c'était vraiment intéressant de les voir opposés à l'Efes. 111-101 pour un match d'Euroleague, c'est juste énorme en termes de performance offensive et puis les vrais fans d'attaque comme Adrien auront apprécié. Ouais, bah oui, pour avoir vu le match, clairement les défenses étaient pas ouf. Ou alors il faut prendre le problème à l'envers et se dire que les attaques étaient vraiment trop belles. Ouais. Voilà, c'est selon les gens. Il y aura pas de souci avec ça. Un match hyper intéressant aussi parce que on a vu tout ce qu'on aime, des gros collectifs, mais aussi des joueurs individuellement capables de faire la différence. Je pense à Shane Larkin obligatoirement qui en deuxième mi-temps et en prolongation est complètement rentré en fusion. Le mec met 2 tirs à 3 points avec la faute pendant le match, donc on va dire 2-3 plus 1 dans le match. Il est capable de changement de rythme ultra efficace et là, une fois qu'il part, qu'il accélère, personne ne peut le stopper. Donc il a été ultra important pour l'Anadolu en fin de match et pendant la prolongation. Clairement, Vitoria avait des chances de gagner. Ils avaient complètement renversé le cours du match en fin de quatrième quart-temps. Ils étaient même repassés devant grâce à Giedraitis. Et finalement, leur défense tient pas. Et en prolongation, ils se sont tués 19-9. Mais on a vu un Larkin très très fort. On a vu un Simon qui sait encore se rendre ultra utile dans cet effectif de l'Anadolu. Il est ultra précieux. Ouais. Et de l'autre côté, notamment. Ouais, mais il sait tout plus ou moins bien faire sur le terrain, malgré, voilà, on pourrait se dire qu'il est dans la dernière partie de sa carrière, etc. Et puis finalement, quand on le voit, on se dit, ok, ouais, il est très précieux quand même. On a un Rodrigue Bobois qui a pas joué avec la chance. Il l'utilisait beaucoup sur des sorties d'écran en catch and shoot. Malheureusement, il fait 1 sur 6 à 3 points. C'est pas payé parce que il avait des tirs ouverts. Les tirs étaient ouverts, mais ça n'a pas voulu rentrer. Donc finalement, ça donne un match moyen pour lui, alors qu'il méritait beaucoup mieux. Adrien Moerman, dans son style de guerrier, au combat, sous le cercle, ça a été super pour lui. Il fait 22 d'évaluation, c'est-à-dire la deuxième meilleure éval derrière Shane Larkin. Donc voilà, bravo à Adrien. Et Vitoria, je l'ai déjà dit un petit peu avant, mais on a plutôt bien résumé la chose. Moi, je mettrais quand même la défaite, alors pas entièrement, mais en partie sur Pierre Henry. Non pas qu'il fasse un mauvais match, même si dans sa sélection de shoot, c'est pas fou parce qu'il fait 4 sur 10 à 2 points et 0 sur 1 à 3 points, mais plus dans l'attitude. Voilà, il a voulu être décisif parce que Vitoria avait besoin de la victoire. C'était un match de prestige contre l'Anadolu. Et finalement, il s'est embourbé à vouloir foncer tête baissée, à vouloir se mettre à dos les arbitres, à râler. Un moment, il essaye de feinter des fautes. Enfin,
c'était pas ouf. Il a failli s'en prendre à Misic parce que Misic, à un moment, en contestant un déplacement, le pousse un petit peu. Il en rajoute, il tombe au pied des arbitres, il commence à gueuler, à se relever tout de suite. On se dit, bon, bah, ça va partir en sucette. Enfin, je sais pas, l'attitude du gars m'a pas hyper convaincu, alors que le match d'avant, il finit en double-double et il gère Ouais. bien. Donc voilà, Bah, c'est en partie une d'ailleurs, explication pour moi. d'ailleurs, Messina, quand il bat Milan, il dit que Pierre-Henry did us. Je ne vais pas vous faire la traduction, mais c'est vrai que quand je disais qu'il y avait des joueurs attachants, lui en fait pas partie, quoi. Je le trouve, il est fatigant à faire ce genre de choses. C'est Ouais, dommage parce que c'est vrai. je pense pas que c'est le meneur dont a besoin Baskonia. Mais bon, ça on en reparlera quand on fera le mercato Oui, oui, de de toute façon, Basco. on sait qu'à Vitoria, il y a deux chantiers. Ça va être un vrai meneur Mhm. gestionnaire et la raquette. Parce que moi, là, c'était un point que je voulais aborder. Bon, Tony Jekiri ne joue pas. Youssouf Ouais. Afal joue 6 minutes. Et Iliman Diop joue 8 minutes. J'ai rien contre ce dernier, mais Iliman Diop, c'est trop. L'Euroleague, c'est beaucoup trop pour lui. Il est à l'envers du jeu. Il prend pas les occasions qu'il a quand il est à 2 centimètres du cercle. Il tente des trucs de fou. Je crois que sa plus belle action dans le match, ça doit être un contre la planche. Et encore, c'est bien parce qu'il a des longs bras. Mais il est complètement à l'envers. Il sert à rien. Et au final, bah, tu es obligé de jouer avec Polonara en 5, quoi. Parce que cette raquette de Vitória est inexistante, elle est nulle. Voilà, je vais le dire, elle est nulle. Et du coup, je préfère largement 30 minutes de Peters et de Polonara que juste 5 minutes d'un Iliman Diop parce que Ah, ça fait du bien que tu dises ça. j'ai peur à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Mais vraiment. Je Et là, partage. enfin, par contre, ce qui est assez inquiétant, c'est que du coup, avec une raquette qui n'est absolument pas efficace, Polonara, sur ce match-là, est sorti 30 secondes. Il joue 39 minutes, 30 secondes. Et puis on connaît comment il joue, quoi. C'est pas le gars qui va rester dans Ah un ouais, bah corner oui. ou comme un arbre au milieu de la raquette. Il a un volume de jeu incroyable. Bah, on en parlait en off, hein. Le débat, ça va être de savoir si Baskonia va déjà réussir à se qualifier pour les playoffs et aussi surtout de savoir ce qu'ils vont faire en ACB. C'est ça qui va m'intéresser moi, c'est de savoir s'ils vont tenir la cadence et pouvoir refaire le même piège que l'année passée. Parce que bah ouais, ils ont une Polonara dépendance. Je sais pas si ça se dit, mais je le sens comme ça moi. Bah pour l'instant, oui, ils sont un peu dépendants du rythme de ce monsieur et puis de Giedraitis qui lui a retrouvé Mm. la superbe qu'il avait du côté de Berlin. Donc à voir, à voir. De toute façon, là, la semaine va être décisive. S'ils se qualifient pas pour les playoffs en Euroleague, ils vont pouvoir tout mettre sur la Liga ACB et peut-être réaliser le doublé comme ils ont réussi à arracher l'année dernière. S'ils jouent encore sur les deux tableaux, vaut mieux qu'ils gardent cette étiquette de poil à gratter pour aller viser quelque chose genre un Final Four. Ça va être compliqué, mais ils peuvent peut-être tout miser là-dessus. Sur les équipes de Duško Ivanovic, on sait jamais ce qui peut se passer. Ça m'intéresse vraiment sa manière. Il a fait une très belle interview pour la chaîne espagnole qui retransmet le basket. Pour tous ceux qui parlent espagnol, allez la voir. Elle est sur Internet, sur YouTube très facilement. Et avec sa vision, on peut comprendre que on adhère ou pas, mais on peut comprendre surtout que c'est sur le long terme que ça se fait. À l'échelle d'une saison, bah, ça peut être compliqué de prendre son message ou de ne pas le comprendre. Ça peut être très facile de pas le comprendre, pardon, sur toute une saison. Mais pour le coup, c'est une équipe qui est vraiment intéressante. Elle a polarisé beaucoup de nos avis durant cette saison. Et puis, c'est super intéressant. C'est une équipe qui est toujours intéressante à suivre, que ce soit pour le court ou le moyen terme. Donc je suis content qu'on en ait parlé, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur eux. Et si je peux rajouter un truc par rapport à eux, vraiment, je suis en train de découvrir Tadas Sedekarskis, le Ouais, Lituanien. Euh, pour ceux qui aiment les highlights, je pense que lui, quand il va finir par s'affirmer, je pense qu'il y a moyen de faire une playlist de ses meilleurs dunks parce qu'il a l'air d'avoir du feu dans les jambes.
Il a failli claquer un espèce de dunk sur un intérieur de l'Anadolu. Heureusement qu'il y a faute, non, qu'il sort, il met le pied sur la ligne parce qu'il a failli lui mettre un espèce de poster, mais monstrueux. Et on sent que le gamin a du feu dans les jambes. Donc voilà, pour le côté petite découverte, suivez ce petit Lituanien qui est né en 98, donc qui est pas bien vieux et qui se rend de plus en plus utile vu les manques qu'il y a dans cette équipe de Vitória. Ouais, c'est clair. Moi, je le voyais comme un tourneur de serviettes en début de saison. Au final, il commence à grappiller un peu de temps de jeu. Ça va être intéressant de voir le futur. Il est obligé. Vite fait, je voulais vous parler, parce qu'on a parlé un peu du Pana. Un coup de gueule, c'est une petite surprise, mais j'ai vu Pana Milan. Je suis énervé contre Milan qui gaspille une avance de 12 points dans le deuxième quart-temps. Voilà, je suis colère. Je suis colère. J'espère qu'au final, ils vont pas nous faire l'affront de pas aller au Final Four, parce que moi, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à eux. Et mais parce que tu y crois encore, toi? J'y crois, ouais. Et en championnat d'Italie, ouais, moi, je suis le genre de mec, on y va, on croise les doigts. Au rayon des comment dire, des satisfactions côté Pana, c'est que c'est les deux anciens de Milan qui sonnent la charge, Shelvin Mack et comment il s'appelle le roux là? Son nom Aaron White. Aaron White, merci. Donc voilà, j'aurai les boules pour Milan, à la place de Milan, parce que c'est eux clairement qui sonnent la révolte, et après les Grecs qui terminent le boulot, Papagiannis, Papapetrou et Zonia pour amener le match en prolongation. À noter que je sais pas, alors ça relève pas de l'analyse basketballistique très poussée, mais je trouve que Papagiannis a fondu. Ah oui, non mais c'est clair, mais on en avait parlé avec Olivier en début de saison, il a perdu je sais plus combien de kilos. Mais ça lui va mieux, hein, parce que ça le rend encore plus mobile, encore plus dangereux quand il est bien utilisé. Ça, c'est aussi un point qu'on avait souligné avec les autres quand on a parlé des Zonia qui, depuis qu'il est arrivé, polarise un petit peu le jeu de Odette Katash. Et du coup, Papagiannis n'est pas forcément hyper bien servi. Mais oui, ça c'est clair, il a fondu par contre. Ah ouais, mais sur ce match-là, c'est lui qui va réguler le jeu du Pana en fin de match. Après, Zonia tellement puissant quand il est sur le panier de l'égalisation est tellement intéressant. Non, c'était un match intéressant qui m'a énervé moi, parce que supporter de Milan, c'est comme ça. Mais c'est bien parce que Milan, ils arrivent aux portes des playoffs. Ils vont finir par un match contre l'Anadolu, donc ils risquent peut-être de prendre une fessée. Et Milan, ils sont sur les 4 derniers matchs, ils sont sur 3 défaites et une seule victoire, une victoire contre la grande équipe de l'Étoile Rouge qui, elle aussi, non, elle va pas jouer les playoffs. Du coup, c'est bien, c'est rassurant pour eux, c'est bien. Ouais, c'est compliqué, et surtout qu'ils ont une balle d'égalisation que Datome rate à 3 points. Bon, ça arrive, hein, ça tombe à côté. Mais voilà. J'avais un coup de gueule à passer. J'ai l'impression de répéter les mêmes choses par rapport à Milan, mais c'est comme ça. Est-ce que tu as vu un autre match cette journée? Alors, j'en ai pas vu un autre, mais par contre, j'ai vu. J'ai essayé de me renseigner sur 2 matchs qui étaient intéressants. Le premier, c'est Berlin-Valence. Ouais. Va falloir que je me le remate juste parce qu'on en avait parlé concernant la qualité de jeu. J'en doute pas une seule seconde. Berlin a mené les 3 quarts du match, voire même jusque dans les derniers instants. Et puis finalement, Valence réussit à gagner ce match. Un grand Klemen Prepelic avec 24 points, 5 sur 7 à 3 points, 29 d'évaluation. Des tirs très compliqués même. Il y a du Derrick Williams aussi qui s'est montré sous un jour où on fallait pas trop le titiller au niveau du cercle parce qu'il a claqué 2-3 dunks assez féroces. Et puis Mike Tobey, Nikola Kalinic comme d'habitude, très bon. Sam Van Rossum, on en a parlé la semaine passée. Ouais, vous m'avez régalé d'ailleurs. Voilà, et ben ils réussissent à prendre ce match avec collectivement une belle ligne de stats. Ils dominent les rebonds 40-32, ils font 28 passes décisives, Berlin en fait 26. Donc 2 équipes à plus de 25 passes décisives chacune. Ça fait rougir Milan et le Khimki, mais ils sont extraordinaires et 115 d'évaluation collective. Donc voilà, Valence avait perdu
lors de la J32, ils ont eu très chaud parce que défaite contre Berlin, c'était définitivement terminé de leur envie d'aller en play-off. Donc, mission réussie. Voilà. Ils ont eu très très chaud. Côté Berlin, à savoir qu'ils ont lancé depuis 2 ou 3 matchs un jeune intérieur tchadien qui s'appelle Christ Koumadje. Qui a éclaté Sastré. Il l'a éclaté. Et ben, il fait pas mal de bien. Des contres, des gros dunks. À voir, il fait 2,23 m pour celui-là qui est né en 96, pardon. Donc ils l'ont lancé depuis 3 matchs. Voilà, encore une belle idée de la part de Aito Garcia Reneses. Sans même avoir vu le match, je pense vous conseiller d'aller voir la rencontre entre Valence et Berlin, qui doit vraiment être un régal. Et puis, il faut noter aussi le match entre le Bayern et le Žalgiris Kaunas. Victoire d'1 point et tout un symbole, c'est un joueur offensif qui fait une action décisive en défense et c'est Lucic qui va nous contrer notre Jolo Verne national pour donner la victoire et la qualification en play-off pour le Bayern. Je vais en parler un tout petit peu dans la chronique, mais du coup, c'est une soirée historique pour le basket allemand. Et bravo à Trinkieri, ça me fait mal au cul de le dire, surtout après le début de saison. T'as vu, je t'ai même pas titillé, hein. Non, mais de toute façon, je reconnais toutes mes erreurs. Trinkieri a bien bossé, son effectif est ultra sexy, on adore. C'est dans l'efficacité, ils ont réussi à déjouer tous les pronostics, bravo à eux. Et c'est bien parce qu'ils le font face à une équipe qu'on voyait plus facilement en play-off parce que ça joue bien au basket, etc. Mais le Bayern, c'est dans l'efficacité, l'efficacité allemande, si on peut parler comme ça, avec un vrai savant du jeu en coach. Défensivement, c'est solide. Offensivement, ça trouve les bonnes solutions. Donc voilà, le Bayern qui se qualifie en play-off, première équipe allemande à se qualifier en play-off en Euroleague. Bravo à eux. Et je suis content parce que l'action décisive vient d'un gamin du Partizan. Donc, voilà. Ouais, qui plus est, en plus, les déclarations derrière étaient énormes. On a vu beaucoup de joueurs avec des cigares, le coach également. Le coach qui a déclaré que pour fêter ça, il prendrait un bain au vin rouge. C'est le genre d'attitude qu'on aime promouvoir chez Ficelle. Bravo, continue comme ça, Andrea, change rien. Il m'a régalé. Avant qu'on termine du coup cette petite revue sur la deuxième journée, il y avait également un match que j'ai regardé, un choc entre le Fener et le Barça. Que dire, je vais pas rentrer dans de l'analyse fine, mais je me suis régalé. Alors c'était moins spectaculaire que Alba Valence, qui pour le coup était une usine à highlight. Mais c'était par la qualité du jeu proposé. C'est simple, le match a duré très longtemps pour moi parce que je m'arrêtais sur chaque action. Je revenais en arrière pour comprendre comment on était arrivé là. Et ainsi de suite. Donc ça a pris énormément de temps. C'était un match très intéressant. Malgré tout, on a eu 2 blessures pendant ce match. Vesely qui s'est salement explosé la cheville. Apparemment, c'est pas trop grave de ce que me disait Romain. C'est 2 semaines, c'est ça? Ouais, il en a pour 2 semaines. Donc cette semaine, c'est sûr, il sera pas là pour essayer d'éliminer le Real des playoffs. Ouais. Et normalement, il devrait revenir justement pour les playoffs. Et il y a Nando aussi qui s'est un peu blessé. Ouais, pris une belle béquille contre le genou de Nick Calates. Bon, il avait pas l'air bien. J'espère pour lui que ça va aller. Du coup, aux dernières nouvelles, normalement, il sera réévalué la veille ou le jour du match contre le Real. Et pour l'instant, voilà, il peut être dispo, donc c'est plus rassurant que pour Vesely. Ok, bon on croise les doigts. Parce que cette blessure de Vesely, notamment, elle a causé beaucoup de tort au Fener parce qu'elle a créé un manque de dureté et d'agressivité flagrant. Ce qui fait que le Barça est monté en régime dans la deuxième mi-temps et ils ont seulement pris 31 points en 20 minutes.
et notamment à l'intérieur où ils ont concédé un 5 sur 17, donc à peu près 30%, ce qui est vraiment très peu. Et les intérieurs ont fait le boulot. C'était vraiment intéressant de voir comment ils ciblaient Jared Eddy en défense avec Mirotic dessus qui attaquait systématiquement dessus. C'était vraiment, vraiment intéressant de voir également que les deux équipes avaient un pourcentage similaire à 2 et 3 points, mais la défense solide du Barça a permis d'encaisser moins de tirs à 3 points. Du côté du Fener, ils ont cherché, on parlait d'Eddy, il y en a pris un de mémoire qui est juste énorme. Et ils étaient obligés de prendre des tirs compliqués. Malgré le fait qu'il y ait deux hommes qui m'ont surpris, alors un beaucoup moins que l'autre, mais Kylo Quinn m'a beaucoup surpris. Je l'ai trouvé très à l'aise et j'ai trouvé qu'en Euroleague, il fait les bons choix et je trouve que le jeu européen lui convient bien plus que la NBA. Je le trouve assez complet en Europe et bien mieux, on va dire, responsabilisé. Donc c'est un joueur que j'aimais beaucoup en NBA. Je suis très content de l'avoir. Et ensuite, Guduric. Alors, c'est là où je vais faire ma petite déclaration d'amour. Il en faut, hein, il en faut, parce que le basket est amour aussi. On parlait de Mario Hezonja, il y a peut-être quelque chose en ça chez Guduric. Ce truc de... comment dire? Il est là, on le ressent. Il a peut-être moins le côté, ce côté force physique inarrêtable que Hezonja a, mais il est là, et que ce soit en attaque ou en défense, ça s'en ressent. Et je l'ai trouvé vraiment très très intéressant dans la mesure où il fait toujours le bon choix en fait. Quand il est sur le terrain, c'est simple, c'est pas la même équipe. Donc gros coup de cœur. C'est un joueur que je regardais pas en NBA, que avant au Fener j'avais remarqué, mais sans plus. Et là, voilà, j'adore le mec. J'aime beaucoup. Une classe incroyable. Ah, mais il a changé l'année du Fener, hein. Le retour, de toute façon, on le répétera jamais assez, mais le retour de De Colo et l'arrivée de Guduric dans la saison du Fener a complètement changé la dynamique. Et Guduric, il y est pour beaucoup parce que il amène de la stabilité, son expérience. Il avait gagné déjà avant avec le Fener. L'année dernière, quand le Fener est en train de se perdre encore avec Obradovic, moi, il y a deux noms qui me manquaient dans cet effectif, et ces deux mecs qui avaient été importants, même si c'était pas les stars de l'équipe, c'était Guduric et Nicolo Melli. Quand ils étaient au Fener, ça roulait, il y avait une stabilité. On a enlevé les deux, ça a commencé à être perturbé, et finalement Guduric revient, et lié au talent de De Colo, il y a deux des meilleurs joueurs de la compétition pour moi. Ouais, c'est clair. Et puis, comment dire? Moi, je suis très attaché à ça, tu sais, ces postes 3 qui peuvent un peu tout faire, à la Corey Higgins, Will Clyburn ou ce monsieur serbe du Fener. Et je suis charmé. Tu sais, c'est vraiment de l'ordre de ah, ça fait du bien des mecs comme ça en Europe, ça fluidifie le jeu. C'est un coup de cœur, clairement. Voilà, c'est important aussi de le mentionner. S'il y a des gars qui veulent passer une étape sur leur jeu, essayer de comprendre un peu comment on joue au basket dans un système FIBA, regardez Guduric et vous prendrez une claque. Je crois qu'on a un peu tout dit sur cette journée. Est-ce que tu as d'autres choses en stock? Non, pas vraiment. Non. Enfin, on a surtout resserré sur les matchs qui comptaient. Donc voilà, Vrai. maintenant, il n'y a plus trop de choses à se mettre sous la dent, hein, donc, Ouais, on peut passer à notre débat de la semaine qui n'est autre que le top 3 des meilleurs postes 4. Est-ce que avant de commencer, parce que bien sûr, honneur à toi, est-ce que tu as des mentions honorables? Ouais, j'en ai 4. Est-ce que je les Oh, balance direct ou on fait un attends, je regarde combien j'en ai. ping-pong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. On devrait peut-être en avoir en commun. Ouais, on fait une chacun et on voit. Vas-y. Donc Vas-y, je t'en prie. j'attaque. Ouais. Moi, je vais attaquer par Will Thomas du Zénith Ouais. Saint-Pétersbourg. Une année à 8,8 points, 59,6% à 2 points, 41,3% à 3 points, 5 rebonds, 1,4 passes et 12,9 d'évaluation, dans un collectif très intéressant qui nous a beaucoup charmé aussi. Une équipe qui est encore dans la course au play-off. Ils sont 8e, mais ils ont leur destin entre leurs mains avec 2 matchs encore à jouer, contrairement aux autres équipes. Et du coup, Will Thomas, sans faire de bruit, nous sort une année
plutôt sympa. Donc voilà, un poste 4, un vrai, qui pour moi était obligé d'être mentionné parce que le Zénith est une bonne équipe et que voilà, il fait partie de la belle aventure de Saint-Pétersbourg. Ouais, c'était intéressant de le mentionner, bien joué. Je l'avais pas, mais t'as tout dit, donc je rajouterai rien. De mon côté, on a beaucoup parlé de Baskonia et j'en parlais dans les joueurs attachants. J'ai Alec Peters dans les mentions honorables. Cœur sur toi. Euh, Comment enchaîner après ça? J'apprécie beaucoup le joueur. J'ai même pas regardé les stats parce que dès qu'on a dit qu'on allait faire ça, j'ai direct noté son nom. Comment dire? Une impression visuelle incroyable. Le mec n'est pas que un shooter. Il est très intéressant dans l'analyse du jeu et je trouve il a gagné en agressivité. C'est vraiment intéressant l'impact physique qu'il met. Malgré tout, c'est que 6 matchs commencés sur 32 avec un temps de moyenne de jeu de 23 minutes, ce qui est quand même assez conséquent. Et c'est au lancer franc, c'est simple, c'est 90%. À 3 points, c'est 45%. Et j'aime beaucoup on va dire, l'impact qu'il a quand il est sur le terrain. Il est à presque 13 dévals. Et c'est, voilà, gros coup de cœur. Toi, en tant que supporter de Basco, je pense que tu partages. Oui, bah d'autant plus que j'aime ce joueur depuis son arrivée en Europe. Depuis qu'il est arrivé à Moscou, il n'a pas toujours eu les responsabilités parce que gros effectifs, parce que peut-être découverte du niveau, etc., etc. Mais quelle classe. En plus, à Vitoria, c'est bien parce que ça rappelle un joueur comme Davis Bertans, une vraie gâchette. Parce Mhm. que tu dis que ce n'est pas qu'un shooter. Effectivement, il a collé 2-3 dunks, il est capable de jouer de haut panier de temps en temps quand il a l'avantage. Mais par contre, son atout principal reste le tir à 3 points. Et bordel, qu'est-ce que c'est beau, parce qu'il est capable d'enfiler des paniers de très loin. Et non, non, vraiment, je kiffe ce joueur. Voilà, c'est le duo avec Polonara me fait vraiment du bien dans cet effectif de Vitoria. Et dès qu'il a signé à Vitoria, je me suis dit, ouais, ça peut le faire. Et lui, je l'aime beaucoup. Donc, très bon choix de ta part dans tes mentions. Ouais, merci, ça fait plaisir. Et d'autant plus que voilà, il y a un match qui est marqué de lui, c'était contre le Fener à l'époque. Il met 25 pions à 100% à 2 points, 4 sur 6 à 3 points. Allez voir le match. Pourtant, il joue 32 minutes et il propose quelque chose de vraiment sympa. Je me suis permis de faire une petite recommandation. À toi de nous sortir une autre mention honorable. Alors du coup, moi j'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents. C'est un petit peu un joueur chouchou dans cette équipe. C'est Trey Tompkins du Real. Ah, on l'a aussi. Euh, C'est ah mon bah prochain. voilà. Et du coup, j'aime beaucoup ce joueur qui a fait une saison à 10,1 points, 59% à 2 points, 40% à 3 points, 4,3 rebonds, 1,3 passes et 11,2 d'évaluation. Voilà, c'est le joueur qu'on voit pas trop parmi l'effectif pléthorique du Real. Le mec qui finalement ne fait pas trop de bruit. Et puis quand on regarde les matchs, on se dit ah ouais mais le mec il est dans le coup, il fait les efforts qu'il faut. Offensivement, c'est quelqu'un qui apporte pas mal. Et du coup, voilà, c'est un joueur que j'apprécie vraiment. Euh, J'aimerais bien le voir euh, peut-être pas comme option numéro 1, mais comme joueur avec plus de responsabilités, parce que j'estime qu'il est capable de faire encore plein de belles choses. Voilà, mais du coup, c'est un joueur qui colle parfaitement au Real. En sortie de banc, il est très bon. Et voilà, du coup, je l'ai mis en mention. Pareil, moi je l'ai mis en mention parce que il y a certains mecs que je pouvais pas enlever. Mais ce débat est né de l'idée qu'on avait eue en off, d'une remarque que j'avais fait. Est-ce que c'est pas le meilleur poste 4 de l'Euroleague? Malgré tout, force est de constater que je l'ai pas mis dans mon top 3. Mais voilà, je partage totalement. Il a une maîtrise incroyable au poste. C'est juste un régal. Ses footwork que disent les Ricains, son jeu de pied, ses placements, c'est vraiment intéressant et une classe magistrale. J'espère juste que voilà, il arrivera à prendre davantage de place dans cet effectif du Real et que le Real retrouvera du succès avec lui dans cet effectif parce que c'est un plaisir de l'avoir en Europe.
Du coup, vu que j'avais cité Tompkins, je vais passer à une autre mention honorable. J'avais noté Gershon Yabusele. Ah ben Certains voilà. diraient que c'est un poste 5, mais bon, moi je l'ai mis en poste 4 parce que Je l'ai il aussi. s'écarte de plus en plus. Ah, tu l'as aussi? Ouais, je l'ai aussi, c'était mon prochain. Ah bah nickel, bah super, comme ça on se complète. Je l'ai trouvé, je trouve qu'il est monté en puissance au fur et à mesure de la saison, capable de s'écarter, capable de créer également sur certaines situations. Comment dire? C'est un vrai coup de cœur. Quand il est arrivé à Lasvel, j'étais content, mais je voyais en lui que l'impact physique. Force est de constater que bah c'est pas que ça. Moi, quand je pense à Lasvel, je pense à ce garçon-là. Voilà, j'apprécie beaucoup. Euh, un joueur, euh, un joueur intéressant parce que je pense qu'il y a aussi une grosse marge de progression. Ouais, je partage l'idée et si les gens n'ont pas toujours l'occasion de regarder des matchs d'Euroleague, pour voir ce qu'on est en train de dire sur Gershon Yabusele, passez voir de la Jeep Elite. C'est beaucoup plus accessible parce que gratuit et allez voir les derniers matchs qu'il a fait, notamment contre Le Mans et le match d'après, je crois, où le garçon est en train de montrer qu'il a un talent supérieur et c'est très intéressant. Moi aussi, j'aime beaucoup son arrivée à Lasvel. Je trouve qu'il a bien évolué depuis son départ de la France et donc son aventure Chine, NBA, G-League, etc. Vraiment très content pour lui et on l'a déjà évoqué. À mon avis, il va peut-être pas rester très très longtemps, sauf si le projet Villeurbanne le séduit jusqu'au bout. Mais il va avoir pas mal de propositions, je pense. Oui, je pense aussi, ouais. On croise les doigts en tout cas parce que je vais m'emballer, tu vois, l'enflammite aiguë. Je trouve que c'est une vraie bouffée d'air frais, ce garçon. Il a je sais pas, je le trouve atypique, tu sais, parce que quand on le voit comme ça, on se dit pas qu'il peut shooter à 3 points et malgré tout, est très intéressant. Bah, Euh, il a un physique de buffle, ouais, vraiment. On a l'impression il est même trop costaud et en fait, il bouge bien et il sait faire plein de trucs. Donc, ouais. ouais. Ce qui m'intéresse, c'est genre le type de joueur typique où j'aimerais savoir comment il s'est entraîné pour gagner cette mobilité. Voilà, savoir comment tout simplement il travaille au quotidien. Voilà, voilà. Est-ce que tu as une autre mention honorable? Ouais, ma dernière. Et là, ça sent l'entrée le vif du sujet. Mhm. Ma dernière mention, c'est Nicolas Kalinic de Bingo, Valence. j'ai le même. Voilà, donc comment dire, il a signé à Valence dans un mercato XXL du côté des Espagnols. Il a trouvé sa place. Il a été très précieux le mois dernier parce qu'il me semble qu'il a été élu joueur du mois. Ouais. 10,5 points, 60,8% à 2 points, 34,5% à 3 points. Et derrière, il fait plein de choses avec 3,4 rebonds, 3,2 passes et 12,5 d'évaluation pour lui. On l'aime beaucoup, on l'aimait déjà au Fenerbahçe. On l'aime encore plus à Valence et on lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite. J'ai rien de plus à ajouter. Je suis sur le charme total de ce joueur-là. Du coup, dernière mention honorable pour Bibi, parce que bon, j'avais mis dans mes mentions honorables un poste 5 parce que j'avais pas eu l'occasion d'être là sur le podcast où on parlait des pivots. Donc voilà, je vais juste glisser un nom, un prénom, Mike Toby. Voilà, je m'arrête là, vu que c'est un coéquipier de Kalinic. Tricheur. Euh, ouais, tricheur, ouais, je sais, c'est pas bien. Mais ma dernière mention honorable ira pour un chouchou. Je l'adorais déjà à son passage à la Casa Merengue au Real. C'est Jordan Mickey. Est-ce que c'est un poste 5? Est-ce que c'est un poste 4? Dans son utilisation, on dirait plutôt poste 4. Que dire? 16 dévals cette saison dans le marasme du Kimki, avec environ 15 points de moyenne et un co-MVP de la journée avec Achille Polonara. Oh, tiens, un nom qu'on pourra peut-être utiliser tout à l'heure. Voilà, j'aime beaucoup dans le style, capable de réaliser des cartons. J'ai pas compris pourquoi il a été s'enfermer au Kimki dans un projet qui lui correspondait pas avec un empilement de poste 5. Mais bon, un joueur intéressant. J'aime beaucoup. Et surtout, je me demande où est-ce qu'il va aller la saison prochaine. Par pitié, ne le faites pas partir en Chine. Voilà.
On attaque le top 3. Je te laisse du coup citer ton troisième joueur et puis on va en débattre ensemble. Eh bien, j'ai triché. Voilà, je l'avoue, j'ai triché. Et du coup, ma place de troisième sera une double place de troisième parce que j'ai pas pu départager Chouchou 1 et Chouchou 2. Et du coup, sur cette place, j'ai mis Luc Sikma de l'Alba Berlin et Toko Shengelia du CSKA Moscou. Ok. Voilà. Ok, Est-ce que je détaille les deux? Est-ce que je fais rapide? Toko, je l'ai aussi dans mon classement. Bon, bah, on le gardera pour plus tard alors. Ouais. Je vais plus me mettre sur Luc Sikma. Ouais. Luc Sikma, pourquoi? Parce que déjà, Chouchou, je pense, all-time de l'Euroleague depuis qu'on parle de tout ça. C'est quand même quelqu'un qui fait 14,4 d'évaluation en marquant moins de 10 points. Il fait 9,2 points, 5,9 rebonds, 3,9 assists. Individuellement, même si ses stats sont en baisse, il est tellement fort. Il a battu ses records au point, au rebond, à l'éval, à la passe cette saison. En parlant de passe, il a un sens de la passe incroyable. Il Ouais. est le meilleur passeur chez les intérieurs et il est quand même 15e meilleur passeur de la compétition devant des mecs comme Delaney, Baldwin, Van Rossum. Et devant lui, c'est que des meneurs ou des joueurs de poste arrière. Il est ultra impressionnant. Il a sa spéciale où il y a une coupe backdoor pour un de ses coéquipiers sur un écran. Lui est en tête de raquette et il fait la passe dans le dos pour lui envoyer. Ou alors, il arrive à faire feinte de passe vers le haut et puis il fait la passe entre les jambes de son adversaire. Voilà, une panoplie incroyable pour ce joueur. Je l'aime. J'ai hâte de voir s'il va bouger. Berlin lui va bien, mais j'aimerais bien le voir avec une Euroleague sur le palmarès. Donc voilà, j'ai pas pu faire autrement que de le mettre aussi, même si Berlin est pas forcément au top en termes de résultats collectifs. Pour moi, Sigma est un des meilleurs top 4, post 4 de l'Euroleague. Il a ce côté sabonistique dans ce que tu as décrit. Oui, je m'enflamme encore. Voilà. Moi aussi, je l'aime. Pour être très honnête, je l'ai pas mis dans mon classement. Je l'ai pas mis parce que j'arrivais pas à lui trouver une place. Je trouve que qu'il a ce côté. Alors moi, je l'aurais mis entre 4 et 5. Ouais, Poste c'était 4 déjà et le poste débat 5. avec Olivier. On avait dit qu'il n'était pas vraiment 5 alors que c'est vrai que c'est un hybride. Ce mec, il est beaucoup trop fort. De toute façon, il est beaucoup trop fort. Voilà, on va résumer Mm. ça comme ça. Il est beaucoup trop fort. Ouais, mais pareil, pas pour les plus jeunes qui nous écoutent, hein, sur les timings de passe et la manière dont un grand peut influer sur le jeu en passant la balle, faut regarder ce qu'il propose. Ouais, c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais pu galérer, je l'aurais mis aussi à égalité avec Toko, qui est dans mon classement, mais t'as bien fait de parler de Sigma. Euh, J'aime beaucoup le joueur aussi. J'ai pas grand-chose à dire parce qu'il a une impression visuelle, tu sais, qui est tellement forte que tu le vois sur le terrain. Et puis tu sais, il a une gueule, t'as forcément envie de le sourire, quoi. Donc voilà. Je passe à mon top 3 aussi. Vas-y. Mon troisième, c'est le MIP de cette saison, c'est Achille Polonara. Il a souvent joué en tant que 5. Pourtant, il fait 2 m 2. C'est 28 matchs commencés sur 32. C'est 16 d'éval cette saison. 12 points. Que dire Bon, 6,6 rebonds. C'est de la hargne, c'est de l'envie, c'est beaucoup de choses. Il a fait une saison comme il avait clos la saison avec la passe décisive pour Vildosa en finale de la ACB. C'est un joueur charmant, quoi. La classe, j'adore ce mec. On l'a vu monter en puissance tout au long de la saison. À chaque fois qu'il a fait des perfs, il y avait des grosses évals derrière parce qu'il n'y avait pas que des points. Euh, Comment dire? C'est dur d'en parler tellement je suis content que ce mec-là réussisse. La question que je me pose, c'est, et on en parle avec Romain en off, va-t-il rester? Et sinon, où peut-il aller? Parce il y a un très beau futur pour lui, et je pense plus loin pour la Squadra Azzurra. Voilà.
Je sais pas si tu le vois partir. Bah franchement non parce que j'ai pas envie parce que Vitoria et en même temps je me dis que il peut aller à peu près partout et surtout là où il a envie parce que il fait tellement de choses sur un terrain que n'importe où il ira ça va fitter à des endroits plus que d'autres mais offensivement il est capable d'aller au mastic sous le cercle, il shoot à 3 points, défensivement il fait les efforts, le mec tourne quand même à 1 contre et 1,2 interception tout au long de la saison, donc c'est quand même que défensivement il en fait des choses. Pourtant, il n'a pas un physique de déménageur comme Gershon, par exemple. Non, mais par contre, c'est un vrai guerrier, c'est un vrai Spartiate. Il est incroyable. Bon, bah, du coup, je vais le révéler, mais moi, c'était ma place de numéro 2 dans mon classement. C'est l'oxygène de Vitoria cette saison. Il est incroyable. Même petite référence que pour Sigma. Lui, par contre, il a battu tous ses records cette saison. Voilà. En Euroleague, il a battu tous ses records, notamment avec un 36 d'éval contre le Pana, 11 matchs au-dessus des 20 d'éval. La classe, incroyable joueur. Et du coup, ça me ferait chier qu'il parte, mais en même temps, je me dis que un talent comme ça, si tu lui proposes pas de jouer le titre, à un moment, il est obligé de partir, quoi. C'est ça, c'est de l'honnêteté, je pense. C'est, enfin, de l'honnêteté, je me trompe de mots. C'est du respect. Il mérite beaucoup mieux. Mieux, ou alors il faut que Vitoria lui montre un certain sérieux dans le projet et Ouais, lui dise bah voilà, il faut que tu restes, d'autant qu'on a regardé tout à l'heure, mais il est agent libre à la fin de la saison et que du coup bah soit tu le fais prolonger en lui disant bah on va t'entourer de mecs qui peuvent potentiellement t'assurer de jouer les playoffs parce que là on est encore pas sûr qu'ils y aillent. Et sinon, bah, tu es obligé de le laisser partir parce que tu as des écuries qui vont le vouloir. Et je pense que dans le top 4, top 5 actuel, il y en a plusieurs qui vont vouloir le récupérer. ouais, ouais, clairement. Tout sauf Euh, Milan, j'espère. Mais bah, moi, je le souhaite à Milan. Quelque part, c'est quelque chose dont ils auraient besoin pour stabiliser l'effectif s'ils virent les deux artilleurs de base. Je suis très content aussi qu'on parle de lui parce que je trouve que quelque part, il est monté en régime au fur et à mesure de sa carrière et que c'était pas donné qu'il allait avoir cette évolution-là. ah, ouais, Euh, clairement, moi je l'ai totalement découvert depuis qu'il est à Vitoria. Et son parcours, c'est bravo quoi. Le mec jouait encore euh, la BCL et il me semble même la FIBA Eurocup il y a encore c'est ça. quelques années. Il a gagné en Et 2019 la avec FIBA Deshaun Eurocup. Pierre. Ouais, avec Assas Ali. Et c'est ça. Et franchement, respect parce que c'est des mecs qui passent un petit peu sous les radars et qui un jour tombent dans une équipe d'Euroleague et connaissent une évolution incroyable. Donc gros respect pour lui. En plus, ça a l'air d'être un bon mec parce que il nous like nos posts à chaque fois que nous on le spam comme des connards sur Twitter. Le mec a la gentillesse d'aimer nos trucs. On lui a lancé une invitation pour qu'il vienne. Peut-être qu'un jour on aura la chance de l'accueillir et ce serait vraiment extrêmement cool de sa part de venir. Ouais, ouais, ouais. Ça fait des frissons parce que tu vois, c'est typiquement le genre de mec, à mon avis, qui en interview peut être intéressant et sortir des trucs pas mal. Bah, du coup, ça fait remonter à mon top 2 qui n'est autre que ton copain du top 3, enfin ton troisième, qui est Toko Shengelia. Tu sais quoi? Adelante, je te laisse parler de ce joueur qui, je pense, te tient autant à cœur qu'à moi. Bah, la collection de Vitoria, j'ai son maillot à la maison, je crois qu'il a une place particulière pour moi. Et du coup, ben, cette saison, il évolue au CSK, il change de crèmerie. euh, Et puis, bah, bonne adaptation. Très bonne adaptation à sa nouvelle équipe. Forcément, les stats baissent. Il passe de 18 et quelques déval à 12,3. Mais finalement, dans un effectif où les stars ne manquent pas et où les joueurs qui aiment le ballon ne manquent pas, il s'est révélé être très précieux. Et finalement, entre la blessure de Milutinov et le cas Mike James, il a fait sa place, il s'est mis en soldat, il sait le faire. C'est un vrai mec dur au mal, mais très doué pour le basket.
Et donc, il rend une saison à 11,4 points, 4,8 rebonds, 2,2 passes, 1,2 steals pour 12,5 d'évaluation. Donc, très correct pour lui. Et finalement, on se rend compte que dès que le CSK a besoin d'un sauveur, qui ne s'appelle pas Mike James ou qui ne s'appelle pas Will Clyburn, on a Toko Shengelia. Ouais. Et il a réussi à le faire plusieurs fois cette saison. On sait que c'est un des meilleurs joueurs, ça a été, ou c'est l'un des meilleurs joueurs de la compétition tout court. Mais à ce poste-là, c'est clairement, cette saison encore, un des gros joueurs au poste 4. C'est ce point-là, tu sais, notamment quand tu disais que le sauveur du CSK, pardon, ça pouvait être lui et pas Mike James ou Clyburn. C'est là-dessus que je voulais insister. Et sur un deuxième point, regardez si vous avez l'occasion certains matchs du début de saison où il est aligné sur le terrain aux côtés de Milutinov. C'est juste, voilà, impressionnant. Jusqu'à la blessure de Milutinov, la raquette du CSK était très très dangereuse avec les deux là. Ouais, c'est comment dire, même l'équipe est belle à voir, tu vois, genre pour les amoureux de basket européen, tu regardes ce qu'ils alignent, tu te dis ah ouais, ça va être intéressant, et dans les faits, ça fait que concrètement, ils nous régalent, et ils nous régalaient. Espérons que Milutinov revienne bien, sa grosse blessure, on croise les doigts. C'est l'heure de parler de ton top 1 et ensuite je sortirai le mien. Eh bien, pour la première place, comment ne pas évoquer le meilleur joueur de la meilleure équipe de la compétition? Et du coup, pour moi, sans grande surprise, le meilleur poste 4 en Euroleague cette saison, c'est Nikola Mirotic. Impossible de faire autrement, en fait. J'ai le même. Pas le choix. Pour moi, ça s'est imposé. En fait, le meilleur joueur de la meilleure équipe est un poste 4. Donc, pour moi, c'est le meilleur poste 4 de la compétition. Au-delà des stats, alors je vais vous donner les stats, c'est 16,9 points, 65% à 2 points, 41,8% à 3 points, 6,3 rebonds, 1,1 passe, 1,2 steal, 22 d'évaluation en 25 minutes. Donc voilà. Mais surtout, ce que je retiens de Mirotic, c'est cette impression de facilité, d'efficacité et de domination qu'il a. C'est ça. J'ai l'impression que tu lis dans mes pensées parce que ce que je voulais dire, c'était juste ça en fait. Mais c'est résumé l'effet Nikola Mirotic sur l'Euroleague. C'est le mec fait à peu près ce qu'il veut, quand il veut et quand il a décidé. Et même quand il joue pas beaucoup, il est capable d'être d'une efficacité sans nom. J'ai juste sous les yeux 2 matchs où il joue moins de 20 minutes et il fait à chaque fois plus de 20 dévals. C'est juste monstrueux. Et cette saison, pour donner un peu plus le vertige, c'est seulement 2 matchs sous les 10 d'évaluation. Il y en a 18 sur 26 à plus de 20 d'évaluation. Il a fait que 2 matchs sous les 10 points marqués, donc d'une régularité sans faille. Et pour être très d'actualité, il a été élu MVP du mois de mars. Un monstre, voilà, même si je garderai en tête que l'homme qui a défendu les couleurs de la Maison Blanche est à Barcelone. Il faut reconnaître le talent du mec et c'est très dur quand la machine est lancée. C'est un mec talentueux au possible, rien à dire sur lui, c'est le meilleur. Alors déjà, c'est le meilleur joueur pour moi de l'Euroleague cette saison. Enfin, je vois pas d'autres mecs à ses pieds. Et il est beaucoup trop fort dans la meilleure équipe, donc c'est assez flippant pour les playoffs. C'est clair. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est sa facilité à lire la défense et trouver la bonne solution instantanément. Offensivement, c'est fou. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. La seule ombre au tableau, et tu l'as dit, il faut le répéter, c'est qu'il a été formé au Real quelque part et qu'il défend les couleurs du Barça. Mais en tant que supporter du Barça et admirateur du Real, oui, on peut l'être, ça me pose pas de problème. il a quand même validé 4 doubles-doubles dans la saison. Enfin, on passe peut-être à côté, mais 4 doubles-doubles en Euroleague, c'est pas non plus hyper souvent, enfin j'ai l'impression.
Et lui, il valide ça tranquillement. Il joue défense, pas défense. Surtout quand il y a défense, lui, j'ai l'impression que ça le motive encore plus. Il met des tirs quand il veut, d'où il veut. Tu fermes le gymnase, tu lui mets un bandeau, tu éteins les lumières, ça changera rien pour lui. Non, vraiment très impressionné par Nikola Mirotic. Vraiment, vraiment, vraiment très impressionné. C'est clair. Bon, au final, malgré tout, on n'était pas loin d'avoir les mêmes tops. C'est cool que, malgré le fait qu'on ne soit pas concerté, il y avait des ressemblances entre nos mentions honorables et nos tops. Du coup, je te laisse passer tranquillement à ta chronique et je coupe mon micro. Ouais, ce sera une petite chronique, je vous avoue, on va garder quelques munitions pour les playoffs. Et du coup, c'est parti. Les amis, on y est. Enfin, presque. Plus qu'une semaine de saison régulière dans cette belle année d'Euroleague. Les sélections sont terminées et seuls les forts restent. Comme dans chaque troupe d'élite, il n'y a pas de place pour le doute ni l'approximation. Alors du coup, on a réduit le groupe à 8. La loi du plus fort, la loi du sport, qu'importe. Il faut un vainqueur. Car à la fin, il n'en restera qu'un, mon cher Denis. Avant d'embarquer dans le train des playoffs, il reste encore 4 équipes à quai pour se départager les 2 derniers tickets à composter. Il s'agira pour ces teams d'arriver à l'heure, sans contretemps ni oubli de bagages. De notre côté, on piétine d'impatience de voir débouler l'Euroleague Express dans la gare de nos espérances. Depuis le 1er octobre, nous avons suivi attentivement les 34 journées d'une bataille féroce entre les différentes maisons de nos magiciens. Choisissez au plaisir votre Harry Potter et votre Lord Voldemort. Moi, je dis Grèce, pour ne pas oublier que les clubs athéniens ne seront finalement pas présents lors de cette nouvelle saison qui démarre. Dans nos souvenirs, on retiendra qu'une troupe d'irréductibles Gaulois a encore résisté à l'envahisseur et a même dépassé les attentes de ses propres compatriotes. On retiendra que l'argent ne fait pas le bonheur. Certes, il peut donner le sourire, mais n'achètera jamais la tête, le cœur et les couilles d'une équipe. Car dans mes souvenirs, je retiendrai qu'au pied de la porte de Brandebourg, on préfère s'unifier que de jouer en solo. Mike James n'est plus là pour en témoigner, mais à vouloir être une star, on finit par n'être qu'une étoile filante vers la grande ligue qui, à minima, n'a pas besoin de lui et, au mieux, n'a pas besoin de lui non plus. Il apprendra finalement que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs qu'à Kaunas, à l'image de Marius Grigonis qui a défendu bec et ongle la tunique de sa ville natale. L'enfant de Kaunas nous aura régalé aux côtés de son général nommé Joe Lauvergne. Le français est forgé dans le courage et ressemble de plus en plus à un viking. En Turquie, le Phoenix Fenerbahçe a troqué ses cendres pour un alliage indestructible. Leur deuxième partie de saison est un ouragan qui a fait trembler l'Europe du basket. Nando De Colo, lui, a pris ça pour une vague sur laquelle il va surfer tranquillement. Si en NBA, on aime voir des cyborgs, en Europe, on mise sur des virtuoses. Préparez-vous, car l'odeur du sang semble agiter les hommes de Kokoschkov. Conclusion hâtive ou simple erreur de jugement de ma part, mais il faut rendre à César ce qui appartient à Trinchieri. Le coach italien a réussi son pari de redresser le Bayern de Munich et il inscrit son nom dans l'histoire du basket allemand tout court en qualifiant la première équipe du pays de Dirk Nowitzki pour des playoffs en Euroleague. Dans nos souvenirs, il faudra aussi garder en tête qu'un petit 5 majeur français vous a fait vivre cette saison palpitante. Une équipe qui apprend encore à se connaître et qui écrit pas à pas le playbook de son aventure. Les amis, on y est. Nous aussi, on passe en mode playoff. Merci Romain pour cette chronique la plus smooth de l'histoire de l'Hebdo Euroleague. Ça fait plaisir, c'était vraiment bien écrit. J'en ai pas trop parlé, mais je suis assez triste de voir que Mike James s'éloigne de l'Euroleague pour l'instant et du CSK. Espérons que dans le futur, on puisse revoir le virtuose natif de Portland, si je me souviens bien. Voilà. Cet hebdo Euroleague était terminé. C'était un plaisir de le partager avec toi, Romain. Merci de l'avoir ponctué avec tes analyses fines et de l'avoir conclu par ton excellente chronique. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, qui sait, bientôt on parlera peut-être de BCL ou d'Eurocup. Bisous les copains. Ciao, ciao tout le monde.